Depuis 2013, dans le cadre d'une thèse de doctorat, donc, je mène des recherches en histoire de l'art sur un art dit psychédélique. Le sujet n'est pas sans paradoxe, au point même que Michel Thévoz, en 2004, titrait un de ses articles « Il n'y a pas d'art psychédélique ». Il est vrai que beaucoup de folklore, si ce n'est même de fantasmes, entourent cette dénomination. Ces dernières années, toutefois, un certain nombre de travaux, des travaux académiques, des thèses ou des travaux muséographiques sont revenus sur les spécificités historiques et culturelles de cet art. Cet intérêt s'est particulièrement renouvelé en 2017 à l'occasion des célébrations du Summer of Love, qui ont donné lieu à un certain nombre de grandes expositions rétrospectives. Je citerai ici seulement celle donc, du Walker Art Center de Minneapolis. Mais les liens que cet art entretient avec les hallucinogènes demeurent un sujet traité de manière lâche. L'impact culturel des hallucinogènes sur la contre-culture et les mouvements d'opposition des années 60 est bien sûr considéré, mais les recherches préliminaires qui ont contribué donc, tant à la connaissance qu'à la diffusion des substances dans les cercles artistiques et politiques, et qui ont, selon moi, fondé l'existence même de cet art, demeurent donc relativement dans l'ombre. Dans le travail de thèse qui m'occupe, je tente plus précisément de comprendre et d'analyser ce qui lie l'écriture et les manifestations historiques d'un art psychédélique aux recherches scientifiques sur les substances du même nom. Plus spécifiquement aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques protocoles historiques en psychiatrie et en psychologie qui ont intégré donc, dans leur cadre des artistes ou qui, tout du moins, ont questionné l'effet des hallucinogènes sur la créativité. Cet éclairage peut s'avérer d'autant plus pertinent que la recherche sur les hallucinogènes se renouvelle aujourd'hui, on en a parlé précédemment, et que la créativité est plus largement valorisée. En 2008, l'anglais Cessa appelait en effet au renouvellement des études sur le potentiel des psychédéliques, donc dans l'accroissement de la créativité. Et je suppose d'ailleurs que la communication de Martin Fortier reviendra sur certaines des conclusions des neurosciences contemporaines. Les chercheurs qui contribuent aujourd'hui à la renaissance psychédélique ont souvent soulevé le peu de rigueur des protocoles historiques comme motif des réticences contemporaines à lancer de nouvelles études. L'analyse des études historiques permet de mettre en évidence les strates de signification données à la notion de créativité et ce sur quoi se sont fondés donc, les liens théorisés entre la créativité et l'effet des hallucinogènes. J'espère aussi souligner que la question de la stimulation de la créativité répond à des enjeux complexes et que celle-ci n'a été finalement considérée que tardivement et au gré de rebonds épistémologiques multiples. L'étude des liens qui unissent les artistes à la drogue est un sujet qui est régulièrement documenté et analysé par les chercheurs en histoire, en littérature ou en histoire de l'art. En France, des ouvrages encyclopédiques ont essayé d'en cerner les constantes et les variations, participant par là à une esthétique de l'intoxication. Pour Max Milner ou Jean-Marc Chevrier, par exemple, l'usage des substances psychoactives par les artistes à des fins récréatives et stimulantes trouve donc son ancrage historique dans le XIXe siècle. Max Milner, particulièrement, a ainsi esquissé les liens qui ont uni les cercles scientifiques et les cercles artistiques pour l'expérimentation fondatrice de certaines de ces substances, et en particulier le hashish, et le jeu d'emprunt auquel se sont livrés les artistes et les médecins. Il précise que les artistes prennent en considération les représentations et les savoirs médicaux, et que ceux-là sont observés par les médecins selon une hypersensibilité donc, supposée. Dans cette optique, l'exemple de la contribution donc, de Jacques-Joseph Moreau de Tours au club des hachichins dans les années 1840 apparaît aussi illustre que fondateur. Mais un art psychédélique peut-il être envisagé selon cette seule lecture? Récemment, à l'occasion de l'exposition Cosa Mentale au Centre Pompidou Metz, Pascal Rousseau, qui est présent aujourd'hui, a proposé une compréhension davantage resserrée concernant les rapports de l'art aux hallucinogènes dans les années 1950 et 1960,
montrant comment ces substances avaient été considérées dans leur spécificité par les psychologues behavioristes et la cybernétique qui formulaient alors une nouvelle conception du sujet. Donc, sans participer d'une lecture globalisante et forte de cette seconde approche, j'aimerais aujourd'hui montrer que ce sur quoi se fonde la mise en relation de l'art et des psychédéliques, spécifiquement, relève donc de contextes intellectuels, scientifiques et culturels variables, imprégnés eux-mêmes de plusieurs héritages. En creux se dessinent des compréhensions multiples de la figure de l'artiste dans les milieux médicaux, des représentations contradictoires de la créativité et plus généralement des représentations contradictoires de l'expérience des hallucinogènes. Les premiers exemples d'expérimentation systématique des effets des substances hallucinogènes sur la créativité remontent aux années 1910-1920. Des questionnements sur la nature de l'hallucination justifient les premières recherches. Par exemple, celle de Alwyn Knower et William Moloney. Cette étude est véritablement pionnière puisqu'elle a lieu en 1913 et que la mescaline n'est synthétisée qu'en 1919. Ces premières études supposent que l'artiste est en mesure de rendre compte plastiquement du phénomène hallucinatoire par sa production plastique. En 1942, par ailleurs, le physiologiste Heinrich Klüver essaie de cerner les constantes du phénomène hallucinatoire, que celui-ci soit induit par la mescaline d'ailleurs ou non. Il se fonde en partie sur des productions plastiques expérimentales et il relève une tendance générale à la géométrisation. Par ailleurs, dans quelques rares cas, des artistes participent à des protocoles afin que puissent être mesurés et analysés l'effet de la substance à la fois sur leur psychique et sur leur production graphique. Selon les comptes rendus psychiatriques de ces années-là, comme celui du roumain George Marinescu, l'effet de la mescaline sur les capacités artistiques est négatif et les artistes perçoivent généralement, en tout cas c'est ce qui est dit, une altération de leur capacité et de leur style. Après les synthèses du LSD en 1943 et de la psilocybine en 1958, qui constituent d'un point de vue médical des substances plus maniables parce qu'elles agissent en de plus faibles quantités, les protocoles cliniques et expérimentaux se multiplient et se diversifient jusqu'à la fin des années 60, où la presse s'empare de la question et dénonce donc un péril sanitaire dans beaucoup de pays, dont la France, bien sûr, et les États-Unis. Les laboratoires, sans dose en tête, cessent donc de distribuer les substances aux chercheurs et la fin de la recherche est entérinée de manière générale dans beaucoup de pays par des législations nationales qui interviennent entre 1966 et 1971. Donc des années 1940 aux années 1960, dans un contexte de recherche sur les hallucinogènes qui est très dynamique, les études sur la créativité demeurent peu nombreuses, mais leurs axes et leurs méthodologies se diversifient. Selon quels questionnements préliminaires les chercheurs font-ils donc ces recherches? Comment sont pensés les effets des hallucinogènes sur la créativité? C'est à ces questionnements que j'aimerais aujourd'hui me confronter en vous présentant plus précisément deux protocoles expérimentaux qui ont eu lieu donc avec de la psilocybine en 1961, l'un en France et l'autre aux États-Unis. Il ne s'agit pas strictement de comparer ces deux protocoles, ni d'avancer de grandes différenciations nationales, mais plutôt d'esquisser des cohabitations d'idées et une variabilité de conception. D'autant que si la définition et la compréhension des hallucinogènes peinent à être stabilisées historiquement, la définition et la compréhension de la créativité ne sont pas plus univoques. Historiquement, et le constat est toujours valable de manière contemporaine, les chercheurs emploient une grande diversité de définitions et donc de méthodes de mesure de la créativité. Mon propos, bien sûr, n'est pas de juger de la validité de ces expériences passées, je me propose plutôt d'exposer les termes dans lesquels un problème s'est posé à un moment donné, dans quel contexte intellectuel plus vaste. Voici donc le plan de cette intervention. Concernant le premier des protocoles que je souhaite présenter, il s'agit donc de celui qui a été mené dans l'équipe du docteur Jean Delay, que Vincent a présenté tout à l'heure, un protocole qui a été mené donc à Sainte-Anne par René Robert
dans le cadre de sa thèse de médecine qu'il soutient donc en 1962 à Paris et pour laquelle il reçoit un prix donc, cette même année. Le second est un protocole qui a été mené par les psychologues américains Timothy Leary et Frank Barron dans le cadre de leur recherche à Harvard. Les sources qui ont été l'objet de mon analyse sont surtout des sources médicales, une littérature grise, pour reprendre l'expression de l'historien Frédéric Bureau, mais je précise tout de même que le protocole de René Robert a été largement documenté à l'occasion d'une exposition à Sainte-Anne, Psilocybine quand la psychiatrie explore la création, les années 60 à Sainte-Anne, qui avait été organisée par le Centre d'expression de Sainte-Anne au musée Saint-Jean-Polignac en 2015. Et concernant le protocole de Léry, la documentation médicale j'ai pu la compléter par les archives de Timothy Leary à New York. Pour le protocole de René Robert, il entame donc, dès 1960 un protocole qui comprendra au total 35 expériences avec 27 artistes amateurs ou professionnels. Il réunira au total un ensemble de 183 productions réalisées pendant et après les expériences, un corpus qui s'élargit si on considère qu'il a aussi réuni des œuvres réalisées par les artistes avant les expériences. Le protocole connaîtra au moment même de son application quelques variations face au constat de plusieurs biais dans la conception initiale. Robert réajustera lui-même en fait au cours même de son protocole, tant le cadre de ses expériences que ses objectifs de recherche. La psilocybine est utilisée en comprimé pour la plupart des expériences. Il est fait usage généralement de 10 mg, mais pour quelques protocoles, il spécifie que 8 ou 12 mg ont pu être donnés. Donc, dans un premier temps, il fait absorber aux artistes de son panel cette dose de psilocybine au sein même de Sainte-Anne et il demande aux artistes de commencer une activité plastique durant l'expérience. Ce qui l'intéresse, c'est que face au constat de la difficulté d'un sujet à exprimer son expérience de la substance hallucinogène, et puis nourri aussi, on verra ensuite des conclusions des expériences qui ont été menées précédemment au sienne, il suppose que les artistes seront davantage en mesure de transmettre l'expérience des hallucinogènes. Il suppose qu'ils seront en mesure de transmettre cette expérience par le biais de leur production plastique. Robert accorde à l'artiste des capacités motrices et visuelles, c'est ce qu'il dit. Alors, même qu'aujourd'hui, on sait que certaines personnes de son panel n'étaient pas des artistes. Il espère pouvoir saisir la nature de l'hallucination. Plus précisément, il suppose que l'hallucination, qu'il considère donc comme l'effet le plus probant de l'expérience des hallucinogènes, pourra être transmise. Après quelques expériences, il arrive toutefois à la conclusion, d'une part, que les artistes n'arrivent pas à produire pendant l'expérience. Il nomme ça l'asthénie, et d'ailleurs Michaud, à l'occasion de ses expériences de la mescaline, parlait de psychasthénie. Et d'autre part, si certains artistes arrivent à produire, Robert conclut de toute manière que l'activité picturale ne correspond pas à l'activité hallucinatoire. Dès lors, les œuvres ne seront plus réalisées à l'hôpital. Robert se rend directement chez les artistes, à leur domicile ou dans leur atelier. Il s'agit là de la deuxième phase de son protocole. Il demande au sujet de commencer une activité plastique au moment même de l'ingestion de la psilocybine et de la poursuivre donc, pendant le temps de l'expérience. Il souhaite de la sorte en fait étudier, lorsque la substance agit, son influence sur l'activité artistique. Il cherche à observer les modifications de l'œuvre d'un artiste donc, sous l'action de la psilocybine et il fonde précisément son analyse sur l'étude des œuvres des artistes avant, pendant et après l'expérience. La question qui peut se poser à présent est sur quel postulat Robert construit-il donc ces deux phases de l'expérience. À quels travaux précédents se réfère-t-il puisqu'en effet, en France, en ce début des années 60, le climat de la recherche touchant aux hallucinogènes est relativement dynamique, en tout cas au sein de l'équipe de Jean Delay.
Jean Delay et ses collaborateurs, au sein de la clinique de l'encéphale, à Sainte-Anne, sont à l'initiative d'un grand nombre des recherches. Dès 1934, Henri Hey, qui avait été le maître de Jean Delay, avait d'ailleurs mené une étude sur la mescaline et à sa suite, donc Delay poursuit les expériences. Il publie dès les années 40, avec Gérard et Diane Alex, les conclusions d'une expérimentation clinique de la mescaline, les hallucinations et les illusions qui sont produites donc pendant cette expérience sont au cœur de leur intérêt, et l'article qui paraît dans la presse médicale en 1949 est illustré par des peintures rétrospectives présentées comme des illustrations des effets de la substance sur la psyché. L'équipe de Delay travaillera dès 1958 sur la psilocybine, par ailleurs, certainement en rapport au contact qu'il entretient avec Roger Hey, et des travaux sur le LSD sont menés dans ces mêmes années. Des thèses en psychiatrie clinique et expérimentale sont soutenues sous sa direction, avant celle de René Robert. On peut citer celle de Martine Robert ou de Anne-Marie Guettin. Parallèlement, ces mêmes années, Delay est aussi un des pionniers, avec Pierre de Nicker et après Henri Laborie, à s'intéresser à la chlorpromazine, mieux connue sous son nom commercial de l'Argatil. Sa recherche sur les hallucinogènes y est intimement liée, car il souscrit à l'idée que certaines psychoses pourraient être provoquées par des perturbations biochimiques. Aussi entreprend-il une classification des substances psychotropes donc en fonction de leur effet sur, je le cite, le régime de l'activité mentale. Donc il met au point une taxinomie. Il classe les psychotropes en trois grandes catégories: les psycholeptiques qui dépriment l'activité mentale, les psychodysleptiques qui la dévient, et les psychoanalytiques qui la stimulent. Cette théorie, il rejoint là indéniablement le paradigme psychotomimétique qui est très couramment suivi à l'époque, selon lequel les hallucinogènes induisent un état comparable à la psychose. Cette théorie comporte plus précisément deux pendants. Elle participe d'une part à une compréhension d'une étiologie biochimique de la psychose. De ce point de vue, les hallucinogènes pourraient constituer une médicamentation. Et la théorie fonctionne d'autre part comme modèle analogique. Puisqu'en effet, selon cette dernière conception, les hallucinogènes peuvent servir aux psychiatres à la mise en place d'un modèle psychose, soit à la mise en place d'un comportement purement artificiel chez un sujet sain, qui peut être utile à la discipline pour cerner les structures mêmes de la maladie mentale. La terminologie qui est mise au point par Delay est bien sûr utilisée par son élève, qui par ailleurs conçoit la créativité comme une activité relevant de l'inconscient. L'activité picturale est considérée par Robert comme le lieu où les pulsions se manifestent. Et là encore, il faut concevoir le milieu intellectuel dans lequel il évolue, puisque la clinique de l'encéphale accueille à l'époque les recherches de Robert Volmat sur un art dit psychopathologique. Et dès 1954 d'ailleurs, un département d'art psychopathologique est ouvert au sein de la clinique de l'encéphale. Selon Volmat, les productions plastiques des malades pourraient permettre de suivre l'évolution de leurs états mentaux. Dans sa thèse, Robert fait clairement état de ce qu'il doit à la méthode de Volmat. Les années précédant la soutenance, il est le co-signataire d'ailleurs d'une série d'articles avec Volmat, Guy Rossolato ou Claude Viard, sur les techniques d'analyse de la production picturale des malades psychotiques ou des patients se livrant sous l'effet d'un hallucinogène à une psychose expérimentale. Et à leur côté, ils revendiquent donc au Congrès international de psychiatrie à Montréal en 1961 la mise au point d'une esthétique d'un art dit psychopathologique. En 1967, l'émission médicale qui est diffusée à l'époque sur l'ORTF réalise un reportage à Sainte-Anne, au cœur du service de Jean Delay. Je voudrais en présenter ici quelques extraits où l'on voit intervenir donc Claude Viard sur son expérience de la psilocybine et sur l'intérêt du dessin pour suivre l'évolution des maladies. Monsieur, vous avez fait une expérience avec la psilocybine
Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez appris? J'ai fait cette expérience dans le but d'étudier les visions que pouvait donner la psilocybine et de les peindre. Je n'ai pas pu, par un grand état de fatigue et d'asthénie au moment de l'expérience, les peindre immédiatement, mais les fait le lendemain avec une vision d'ailleurs très nette, un souvenir très net de ces hallucinoses ou hallucinations. Hallucinoses, c'est-à-dire des visions que l'on sait être fausses, mais au cours de l'expérience, peu à peu, l'état se dégrade et l'on commence à se prendre au jeu, à être pris par le jeu et à croire au dessin. Je n'ai que quelques dessins ici. Certains sont encore plus simples, des simples petites boules de couleur passant sur des ponts imaginaires. Puis nous arrivons à des dessins encore assez simples, sans aucune notion d'angoisse, tels que ces dessins, ces feuilles, ces plumes se promenant au vent, tels que ces petits poissons qui se bougent le long d'une grille. Et pour arriver en fin d'expérience à quelque chose de beaucoup plus prenant, où ces visages sont durs, grimaçants, vous parlent, se moquent de vous. Là, nous sommes pris dans un état presque hallucinatoire et dans un état qui permet de comprendre davantage ce que nous appelons l'expérience délirante primaire. On comprendra en tout cas que la thèse, les travaux de Robert s'appuient indéniablement sur les travaux des membres de son équipe à Sainte-Anne. En fond, on y trouve une compréhension particulière de l'état de la conscience modifiée, perçu comme un état d'anormalité, et un topos de la littérature médicale du XIXe siècle, qui se fonde particulièrement avec l'albinisme, et qui lie donc la figure de l'artiste et du fou. Ce lien est toutefois bien sûr nuancé à l'époque par Robert et Volmar, qui répètent que cette comparaison entre l'artiste et le psychotique ne vaut pas pour équivalence. Par ailleurs, Delay reste prudent quant à la valeur thérapeutique, particulièrement en psychothérapie, des hallucinogènes. Comme il le rappelle d'ailleurs, je ne ferai pas cet extrait, en 1967, dans une interview qui est présentée donc, en ouverture de l'émission médicale mentionnée juste précédemment. Robert, lui, retiendra toutefois à plusieurs reprises cette possibilité thérapeutique dans les conclusions de son étude, même s'il ne la développe pas particulièrement. Le remaniement de son protocole permet d'ailleurs de considérer une pensée en mouvement qui va peu à peu concevoir l'activité créative comme une activité dynamique, ainsi que l'influence du cadre physique et social d'une expérience des hallucinogènes sur le déroulement donc, de celle-ci. Par ailleurs, j'aimerais rapidement préciser que le paradigme psychotomimétique, conçu comme un modèle réflexif, permet aux psychiatres, comme l'explique Viard dans le passage de l'émission médicale, d'envisager une posture empathique avec le patient. À la même époque, au Canada, dans l'équipe d'Humphrey Osmond, cette possibilité offerte par les hallucinogènes est largement mise à profit lorsque Osmond collabore par exemple avec un architecte à qui est proposé des sessions de LSD dont l'expérience contribuera à la conception d'une nouvelle architecture de l'hôpital psychiatrique de Weimar. Si Delay ne croit qu'un intérêt réservé à la valeur thérapeutique des substances hallucinogènes, cette possibilité est largement discutée dans le milieu des années 50, avec par exemple le développement des psychothérapies dites psycholytiques. Lorsqu'en 1957, Osmond introduit le terme psychédélique lors des conférences de l'Académie des sciences à New York, il répond à cette orientation des recherches sur les hallucinogènes. Il souscrivait lui-même à la théorie psychotomimétique. Son travail au sein de l'hôpital de Weilborn lui a aussi toutefois fait considérer donc, la potentialité thérapeutique des substances avec des patients alcooliques. Par l'introduction du terme psychédélique, il souligne aussi les potentialités heureuses et bénéfiques de ces substances et ouvre la voie à un tout nouveau champ de recherche. Sa proposition intervient véritablement comme une rupture épistémologique réorientant tout un pan de la recherche sur les hallucinogènes. Ces substances peuvent être regardées différemment. Au-delà de leur possibilité pathogène et thérapeutique, elles pourraient être utilisées par l'homme du commun qui ne souffre d'aucune pathologie pour accroître ses performances et modifier son expérience. Le psychologue Timothy Leary fait partie de ceux qui vont souscrire ouvertement à ce nouveau paradigme. En 1967,
Léry présente une conférence lors des rencontres annuelles sur la créativité dans l'Utah. Il s'agit d'un de ses derniers papiers académiques avant son renvoi d'Harvard et son installation à Millbrook dans l'État de New York. Ce papier sera publié quelques mois plus tard. Il y présente les grandes conclusions donc, de ses précédentes recherches sur la psilocybine, puis ces conclusions sont associées à l'analyse d'un programme sur lequel il a travaillé donc, à Rhode Island avec Frank Behrend. Pour ce programme, il n'a pas eu recours aux hallucinogènes, mais il a questionné l'accroissement des performances créatives. Dans le texte, il développe une compréhension originale de la créativité et des potentialités individuelles et sociales des hallucinogènes. Je précise que Timothy Leary et Frank Behrend se sont rencontrés dans le milieu des années 50 en Californie, alors qu'ils travaillaient tous les deux sur des questions liées à la personnalité, et que Behrend est celui par lequel Leary aurait eu accès à sa première expérience des champignons hallucinogènes à l'occasion d'un voyage au Mexique, donc en 1958. Je vais revenir rapidement sur l'expérience qui a été menée par Behrend et Leary, puis sur les conclusions auxquelles Leary arrive. En 1962, donc, à Rhode Island, il mène une expérience avec 40 étudiants en art qui sont tous volontaires. Ces étudiants passent un certain nombre de tests de personnalité qui sont traditionnellement utilisés en psychologie pour l'étude de la créativité. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces tests ont été mis au point par Behrend lui-même. Il ressort de ces tests et des textes théoriques de Behrend une compréhension de la personnalité comme étant celle à même de porter des idées innovantes, ayant de l'intuition, préférant la complexité, ayant une indépendance de jugement et un goût du risque. Les deux psychologues divisent les étudiants en deux sous-groupes à qui ils proposent des jeux de rôle. Au premier de ces sous-groupes est demandé de jouer une personne originale et créative. Et au second est demandé, d'une manière autoritaire, de jouer une personne intelligente. Des tests sont à nouveau réalisés et il apparaît alors que le premier groupe accroît ses résultats quand le second les décroît. Behrend et Leary analysent cela de plusieurs manières. D'une part, la créativité n'est pas une qualité substantielle, elle peut augmenter ou décroître dans certaines conditions. La performance créative est d'autre part en lien avec le climat interpersonnel et social dans lequel évolue le sujet. Dans une seconde étape du protocole, nommée Feedback Study, avec un nombre d'étudiants restreint cette fois, Behrend et Leary mènent des entretiens individuels. Ils reviennent sur les expériences et les tests précédemment menés, expliquant aux étudiants les scores et les variations. Selon les mots de Behrend, ils enseignent ainsi le test au sujet, selon l'idée que la créativité n'est pas une qualité, mais bien un positionnement social, le social game, pour reprendre les mots de Leary, qui peut être appris et appréhendé dans un climat social positif. Dans le texte théorique qui revient sur cette expérience, Leary critique en partie l'usage des tests de personnalité. Selon lui, ils permettent de mesurer une performance donnée, soit un comportement variable, donc qui peut être modifié. Mais il précise que la performance ne constitue pas l'expérience physiologique et sensible de l'individu. Il introduit alors une double compréhension de la créativité, selon lui, celle-ci relève à la fois d'une extériorité et d'une intériorité. Au niveau externe, la performance d'un individu peut se situer dans la créativité ou la reproduction, en fonction de la possibilité pour celui-ci donc de construire ou non de nouvelles combinaisons symboliques. Au niveau interne, son expérience est elle aussi plus ou moins créative en fonction de l'empreinte de ses apprentissages passés sur le fonctionnement de son cerveau. Là où sa théorie se complexifie, c'est que la réceptivité corticale, pour reprendre les termes qu'il utilise, peut être libérée de conditionnements sociaux par les hallucinogènes. Mais pour cela, le climat social dans lequel une expérience des hallucinogènes se déroule doit être favorable. Leary insiste sur le rôle du psychothérapeute, et rappelons qu'il avait d'ailleurs précédemment théorisé les notions de set and setting, et pour lui, donc, les hallucinogènes peuvent participer à accroître la créativité et plus précisément à rendre l'expérience créative accessible à tous.
Il développe là une conception éminemment démocratique de la créativité, et il explique par exemple qu'un prisonnier qui ne possède pas d'éducation particulière peut passer, grâce aux hallucinogènes, du type de personnalité numéro 1, qui serait donc dans la performance reproductive, au type de personnalité numéro 3, qui serait dans l'expérience créative. Les hallucinogènes ne sont pas regardés par lui simplement comme agents thérapeutiques, ni même comme stimulants, mais bien davantage comme agents libérateurs. On peut envisager ici les fondements du prosélytisme à venir de Léry. L'usage des hallucinogènes, selon les conceptions de Léry, deviennent évidemment politiques. Il est toutefois intéressant de constater que la libération et l'expansion de la conscience, qui correspondent à un accroissement de l'expérience créative pour lui, peuvent aussi intervenir grâce à d'autres médiateurs, comme l'art ou la technologie. En 1965, il définit d'ailleurs le Tran Art, un art technologique et expérientiel qui serait capable, comme les hallucinogènes, de contribuer à une réimpression, c'est là aussi un mot qu'il utilise, des circuits neuronaux. Dans le texte théorique où il développe sa définition du Tran Art, aucun artiste n'est nommément cité. L'artiste est davantage perçu par Léry comme un intermédiaire, un médiateur, capable de participer à la mise au point de la politique de transmission entre les individus. On est ici très loin de la conception moderniste de l'artiste, de Robert, selon laquelle une œuvre serait l'expression de la seule subjectivité de son auteur. L'œuvre créative pour Léry est une œuvre technologique qui participe d'un échange social, d'une communication entre les individus que le langage seul ne permet pas. Car finalement, la libération de la conscience individuelle n'a véritablement d'intérêt que si elle rend l'individu plus ouvert aux échanges interpersonnels, et cette pensée s'inscrit en plein dans l'utopie du sujet cybernétique qui se développe dans les milieux intellectuels américains dans les années 1940 et 1950 aux États-Unis. Pour conclure, j'aimerais finalement revenir sur un courrier que Léry a envoyé à Delay le 30 juin 1961. À l'occasion d'un congrès de psychiatrie qui se déroule cette année-là à Copenhague, Léry a pour projet de voyager en Europe. Aussi, écrit-il aux psychiatres, dont il connaît les travaux, son désir de le rencontrer. Je ne sais pas si cette rencontre a eu lieu. Léry revient sur la valeur thérapeutique de la psilocybine, et une remarque de cette lettre a attiré mon attention. Subtilement, il pointe du doigt le fait que Delay n'ait pas poursuivi donc, les recherches pour des usages de la substance en psychothérapie, à cause de retours d'expérience qui étaient trop contrastés. Selon lui, une réception mitigée des expériences par les sujets pourrait se justifier par les dosages du produit. Léry déclare que la dose standard qu'il utilise à Harvard lors de ses protocoles est de 20 mg. Souvenons-nous que celle utilisée par Robert avec les artistes est de 10 mg et dans certains protocoles cliniques, Delay a même parfois fait usage de 8 mg. Il peut sembler assez ironique que le psychologue behavioriste fasse une leçon de dosage à l'éminent psychiatre qui s'est tout temps illustré dans ses travaux de psychopharmacologie. Mais bien sûr, sa remarque relève le tournant neurobiologique de sa pensée. On peut toutefois retenir ici l'approche très largement holistique de Léry qui conserve aujourd'hui un intérêt.